Bon, on le sait, clairement, la pandémie est venue exacerber les problématiques sociales. Assurément, c'est venu affecter beaucoup plus durement les personnes vulnérables, les personnes en situation de pauvreté. Euh, Si vous avez lu le rapport de recherche, comme qu'on le voit en introduction, les mesures sanitaires n'ont pas du tout ou peu pris en considération les besoins et les réalités des personnes avec une limitation visuelle. Naturellement, pour que votre regroupement puisse jouer pleinement son rôle, c'est essentiel de documenter les impacts de cette crise sur les personnes handicapées visuellement. Alors, ce projet de recherche qui s'intitule Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les personnes ayant une limitation visuelle au Québec a été mené de novembre à janvier 2021 et les résultats vous seront présentés aujourd'hui par la chercheuse qui est parmi nous, Marie-Lie Roger. Alors, à la suite de sa présentation, il y aura un panel d'experts qui va prendre parole pour faire des liens avec ce qu'ils constatent sur le terrain dans leur pratique professionnelle ou dans leur pratique académique. À la fin, il y aura une période de questions d'une durée d'une quinzaine de minutes. Alors, vous êtes invités à, tout au long de la présentation, à déjà acheminer vos questions à l'adresse webinaire@raaq.qc.ca. On vous invite à être concis dans vos questions, considérant qu'on n'a que 15 minutes pour la période de questions, puis qu'on veut pouvoir en poser au maximum. On vous invite à éviter les préambules et aller directement au cœur de votre question. Mais avant de donner parole à la chercheuse invitée, je vais d'abord donner parole à Mme Carole Giguère, qui est la présidente du RAC. Alors, Mme Giguère, la parole est à vous. Vous allez devoir ouvrir votre micro. Puis, je pense qu'on voit déjà les plateformes comme Zoom et autres plateformes ont cette tendance à pas nécessairement adapter leur interface en mettant des boutons voilà, que ça prendrait parfois une loupe pour les trouver. Et ici, ce ne sont pas les loupes qui manquent. Alors, merci, M. Boire. Bienvenue à tous et chacun d'entre vous. Merci d'être là en si grand nombre et je vous souhaite la bienvenue au premier Zoom webinaire du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Notre mission, celle de favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap visuel, l'inclusion sociale, la défense des droits de la collectivité, évidemment en déficience visuelle, là, il va sans dire. La pandémie, en effet, comme Martin Boire le disait, nous demande à tous de se réinventer. Et c'est ce qu'a fait le RAC dans la dernière année. Et on va faire face encore à d'éventuels défis et obstacles. Rappelons que si nous sommes en situation de handicap, c'est principalement les barrières sociales, les barrières éducationnelles, informationnelles et tous ces obstacles qui font que nous sommes des personnes dites vulnérables. Alors, la semaine de la canne blanche est l'événement privilégié pour se servir de cette plateforme-là, pour rejoindre en fait les élus, les dirigeants, tant municipal que provincial et même fédéral, aux besoins que nous avons, aux droits que nous avons. Alors, c'est ensemble qu'on se met, c'est ensemble qu'on se met, hein? Alors, c'est pas ce que je voulais dire. C'est ensemble que nous vivons ces grands défis et c'est ensemble que nous y arriverons. Alors, je répète notre slogan, le RAC, vos droits, notre voix, et je redonne la parole à M. Boire, tout en remerciant à l'avance Marie-Lie, la chercheure, nos 4 panélistes, le conseil d'administration du RAC et chacune des associations membres
provenant des 4 coins du Québec. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci, Madame Giguère. Merci pour ces mots. Je tiens aussi à dire que le webinaire est diffusé sur Facebook. Par contre, on ne monitore pas les commentaires sur Facebook. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vous répète l'adresse courriel à laquelle vous devez écrire webinaire@raaq.qc.ca. Alors, on va débuter tout de suite avec Marie-Lie Roger, titulaire d'une maîtrise de recherche, qui a conduit ce projet de recherche. Elle va vous entretenir pendant 25 minutes. Madame Roger, j'ai le rôle ingrat de m'assurer du respect du temps pour que tous les panélistes puissent intervenir. Alors, quand il vous restera 5 minutes, je vous écrirai en privé. Alors, Madame Roger, la parole est à vous. Parfait, merci beaucoup. Je vais partager mon écran tout de suite. Est-ce qu'on peut me confirmer que ça fonctionne? Pour l'instant, on voit pas le mode présentation, on voit comme le PowerPoint complet avec... là, on voit très bien. Excellent. Donc, voilà, donc je vais vous présenter les résultats de la recherche qui a été menée par le regroupement pour documenter les impacts de la pandémie de COVID sur les personnes ayant une limitation visuelle au Québec. Donc, en fait, comme ça a déjà été dit, là, mais le constat principal qui a été fait, c'est que les mesures sanitaires n'ont pas du tout ou très peu pris en considération les besoins et les réalités des personnes qui ont une limitation visuelle. En fait, la pandémie est venue engendrer des nouvelles situations de handicap et a aussi exacerbé des problématiques qui étaient déjà bien existantes bien avant le début de la pandémie. Donc, avant de vous présenter les résultats, juste un petit point sur la méthodologie. Donc, la recherche a été menée de novembre à décembre 2020. On a 195 personnes qui ont participé à la recherche. Il y avait en fait 2 volets à ce projet-là. Donc, le premier concernait les personnes âgées de 18 ans et plus ayant une limitation visuelle. Et puis, le deuxième volet concernait les parents d'enfants ayant une limitation visuelle. Donc, en ce qui concerne les adultes, on avait un sondage de 35 questions qui leur a été envoyé. Et puis, on a aussi réalisé des entrevues. Et puis, en ce qui concerne les enfants ayant une limitation visuelle, donc, on a réalisé un sondage de 24 questions qui a été transmis à leurs parents. Donc, c'est les parents qui ont répondu au sondage. Donc, je vais commencer par vous présenter les résultats pour le premier volet de la recherche, donc pour les personnes âgées de 18 ans et plus ayant une limitation visuelle. Alors, en ce qui concerne le profil démographique des répondants à la recherche, donc on a eu 168 personnes qui ont répondu au sondage. On a eu aussi 16 personnes qui ont généreusement participé aux entrevues. On a eu toutes les régions du Québec ont été représentées, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins un répondant dans chacune des régions du Québec, à l'exception malheureusement du nord du Québec. On a eu 55% de femmes, 44% d'hommes et puis 1% de répondants qui s'identifiaient à un autre genre. Par rapport à l'âge, donc on a eu 44% qui est âgé de 56 à 70 ans et ensuite près de 20% qui est âgé de 71 ans et plus et 9% de 18 à 35 ans. Ensuite, en ce qui concerne le niveau de vision des répondants, donc on avait 42% avec une basse vision, 27% fonctionnellement aveugle avec résidu visuel et 30% avec cécité totale. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'accessibilité de l'information, donc on a eu 43% des répondants qui ont éprouvé des problèmes d'accessibilité pour consulter l'information et les ressources qui ont été publiées par le gouvernement au sujet de la COVID. Si on regarde chez les personnes ayant une cécité totale, donc on voit que cette proportion-là grimpe à 49%. Donc, c'est près de la moitié des répondants qui ont éprouvé un problème. On a aussi près de la moitié des répondants qui sont préoccupés par le manque d'accessibilité de l'information qui ont été publiées par le gouvernement au sujet de la COVID. En fait, la principale problématique qu'on a identifiée, c'est le fait qu'il y a eu plusieurs documents qui ont été publiés par le gouvernement dans des formats qui n'étaient pas accessibles, par exemple dans des formats PDF, ce qui fait que les gens qui voulaient aller chercher des informations complémentaires ou un petit peu plus de détails, n'arrivaient pas à avoir accès à cette information-là, en fait. On a juste à penser, par exemple, au guide auto-soin qui a été initialement publié en format PDF. Et puis, ça avait pris plusieurs semaines là, pour que le gouvernement publie différentes versions qui étaient accessibles.
Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les déplacements, donc on a 70% des répondants qui estiment que les mesures de distanciation physique les empêchent de se déplacer de manière autonome et sécuritaire. On a aussi 81% des répondants qui considèrent que les réaménagements de l'espace public là, pour permettre la distanciation physique sont problématiques compte tenu de leurs limitations visuelles. Donc, en fait, ça s'explique par des raisons là, qui sont assez évidentes. Là. En fait, l'application des consignes sanitaires là, dans les commerces ou dans les espaces publics ont créé justement ces nouvelles situations de handicap pour des personnes qui avaient l'habitude auparavant de se déplacer de manière autonome avant la pandémie. Donc, on a juste à penser, par exemple, aux flèches directionnelles, aux marquages au sol ou à toutes les indications visuelles que les personnes ne voient tout simplement pas. Donc, dans les faits, ce qui a été souligné dans les entrevues, c'est que c'est devenu pratiquement essentiel pour les personnes d'être accompagnées lors de leur déplacement pour s'assurer de pouvoir respecter toutes ces mesures sanitaires-là. Donc, il y a un grand sentiment de perte d'autonomie qui a été nommé à plusieurs reprises dans les témoignages. Ensuite, en ce qui concerne l'accompagnement, donc on a près de la moitié des répondants qui considèrent que la population dans son ensemble n'a pas bien compris le fait que l'accompagnement des personnes ne pouvant se déplacer seules constitue un service essentiel. En fait, ce qui a été nommé aussi dans les témoignages, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se sont vues refuser l'accès de leur accompagnateur par un gardien de sécurité ou par le personnel à l'accueil dans les commerces ou dans les épiceries parce qu'ils ne comprenaient tout simplement pas leur réalité. Donc c'est assez problématique. Et puis, on a aussi 65% des répondants qui considèrent qu'avoir un accompagnateur lors de leur déplacement essentiel est devenu plus difficile en raison de la pandémie. Ça peut s'expliquer en partie par le fait que les bénévoles dans les organismes communautaires, par exemple, se sont fait beaucoup plus rares depuis le début de la pandémie. Donc, ce qui fait en sorte que l'accès à ce type de service est un petit peu plus restreint aussi. Ensuite, en ce qui concerne le transport, donc on a 71% des utilisateurs du transport en commun qui considèrent que l'accès est plus difficile depuis le début de la pandémie. En fait, il y a eu plusieurs changements là, qui ont été apportés dans le fonctionnement des transports en commun qui ont réduit l'accessibilité. On a par exemple juste à penser au fait que le siège qui était réservé derrière le chauffeur pour les personnes en situation de handicap est condamné maintenant. Là, on ne peut plus y accéder pour que la distanciation soit respectée avec le chauffeur. Donc, ça a causé beaucoup de problèmes parce que les personnes sont obligées de se déplacer vers l'arrière de l'autobus. Et puis, ça a généré beaucoup de stress là, pour les personnes qui ont été interrogées. Ensuite, en ce qui concerne le transport adapté, donc on a 50% des utilisateurs du transport adapté qui considèrent que l'accès est plus difficile depuis le début de la pandémie. C'est dû en partie au fait que le service de transport adapté a été complètement à l'arrêt dans certaines régions au début de la pandémie. Donc ça explique cette proportion-là. En ce qui concerne les services de réadaptation en déficience visuelle, donc on a le quart des répondants qui n'ont pas eu accès aux aides visuelles dont ils avaient besoin lors de la pandémie, 25% aussi qui n'ont pas eu accès aux services de réadaptation en déficience visuelle. Donc, en fait, dans la plupart des centres de réadaptation, les rendez-vous en personne, les visites à domicile ont été suspendues. Elles ont été remplacées par des consultations virtuelles, mais ça ne remplace évidemment pas les services en personne. Donc, on a 56% des répondants qui ont le sentiment d'avoir perdu des acquis dans leur processus de réadaptation et dans leur technique de déplacement en raison de la pandémie. Ensuite, en ce qui concerne les soins de santé, donc on a 35% des répondants qui nécessitaient des soins en optométrie ou en ophtalmologie qui n'y ont pas eu accès pendant la pandémie. De même que 36% des répondants qui nécessitaient des soins et des traitements de la vue qui ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie. En ce qui concerne le télétravail, donc on a plus de la moitié des répondants qui occupent un emploi qui ont dû assumer personnellement des frais pour se procurer des outils de travail qui sont adaptés à leurs limitations visuelles. Ensuite, en ce qui concerne l'éducation postsecondaire, donc on a environ le tiers des répondants qui sont inscrits à des études postsecondaires qui nous ont mentionné différentes problématiques en lien avec l'accessibilité de la plateforme numérique de leur établissement ou l'accessibilité des outils et des documents qui sont fournis par leur établissement d'enseignement. Puis finalement, l'état émotionnel des personnes interrogées. Donc, on a 82% des répondants qui se sentent plus isolés depuis le début de la pandémie, 71% qui se sentent plus anxieux aussi depuis le début de la pandémie,
Puis, on a 68% des répondants qui affirment qu'il leur est plus difficile de vivre avec une limitation visuelle depuis le début de la pandémie. Donc là, j'ai fait le tour des résultats pour le premier volet de la recherche pour les adultes. Donc, on va passer aux résultats pour le deuxième volet, donc pour les enfants ayant une limitation visuelle. Donc, pour vous faire le profil démographique, on a eu 27 parents qui ont répondu au sondage. 56% des enfants étaient de niveau primaire, 44% de niveau secondaire. La grande majorité des enfants étaient dans une classe ordinaire. On avait aussi 19% des enfants qui étaient dans une classe spécialisée. Et puis, en ce qui concerne le niveau de vision, donc 76% des enfants avaient une basse vision, 12% fonctionnellement aveugles avec résidu visuel et 12% cécité totale. Donc, pour ce qui est de la prise en considération des besoins spécifiques de l'enfant par l'école, donc on a le quart des répondants qui ont le sentiment que les besoins spécifiques liés à la limitation visuelle de leur enfant n'ont pas été pris en considération par l'école dans le contexte de la pandémie. Donc, encore une fois, on voit que la pandémie est venue exacerber des problématiques d'intégration, d'accessibilité qui étaient déjà bien présentes là, avant la pandémie. Donc, on a juste à penser, par exemple, aux directions d'école ou au personnel enseignant qui ne sont pas toujours suffisamment formés, sensibilisés au handicap visuel. Donc, ce qui fait en sorte que dans les témoignages qu'on a recueillis, on a vu un grand manque de soutien là, des parents. Ensuite, en ce qui concerne l'accessibilité des documents et des autres outils fournis par l'école, donc on a le 34% des répondants qui nous ont mentionné que les documents et les autres outils pédagogiques fournis par l'école pour l'enseignement à distance ne sont pas accessibles. En fait, le problème majeur qui est identifié, c'est la difficulté d'accès à des documents ou à des outils adaptés. Par exemple, on a eu des parents qui nous ont mentionné que la direction de l'école de leur enfant refusait que l'enfant puisse amener chez eux des livres en braille ou des livres avec des gros caractères pour des raisons sanitaires, là. Donc, ce qui fait qu'on a 75% des parents qui ont dû investir du temps pour rendre accessibles les documents et les outils fournis à leur enfant. Et puis, on a aussi 65% des répondants qui ont dû assumer personnellement des frais pour procurer à leur enfant les aides visuelles dont il a besoin pour poursuivre ses apprentissages à distance. Aussi, ce que les parents nous ont mentionné, c'est que les enseignants, parfois, ils demandaient des travaux à faire sur des sites qui n'étaient pas toujours accessibles. Donc c'était problématique aussi. Ensuite, en ce qui concerne l'accessibilité de la plateforme de vidéoconférence, donc on a près de la moitié des parents qui nous ont mentionné que la plateforme de vidéoconférence n'était pas adaptée à la limitation visuelle de l'enfant. Puis on a aussi, encore une fois, près de la moitié des parents qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas reçu le soutien nécessaire de la part du centre de réadaptation ou du milieu scolaire pour utiliser la plateforme de vidéoconférence et les autres outils qui sont fournis par l'école. En ce qui concerne les services de réadaptation en déficience visuelle, donc on a près de la moitié des parents qui nous ont mentionné que leur enfant n'avait pas eu accès aux services de réadaptation dont il avait besoin pendant la pandémie. Et puis, on a aussi 38% des parents qui ont le sentiment que leur enfant a perdu des acquis dans son processus de réadaptation et dans ses techniques de déplacement dans son environnement à cause de ce manque de services ou de soutien pendant la pandémie. En ce qui concerne les soins de santé, donc c'est un peu la même situation là, que pour les adultes. Donc, on a 26% des répondants qui rapportent que leur enfant n'a pas eu accès aux soins en optométrie ou en ophtalmologie dont il avait besoin pendant la pandémie et que 42% aussi des parents nous ont mentionné que les soins et traitements de la vue dont leur enfant avait besoin ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie. En ce qui concerne les loisirs adaptés, donc on a ajouté cette question-là pour évaluer si les enfants avaient eu accès à un loisir adapté pendant la pandémie. Puis le résultat qu'on a eu, c'est que 77% des parents nous ont mentionné que leur enfant n'avait pas eu accès à des loisirs adaptés pendant la pandémie. Finalement, en ce qui concerne l'état émotionnel, donc par rapport à l'état émotionnel de l'enfant, on a 80% des répondants qui nous ont mentionné que leur enfant se sent plus isolés depuis le début de la pandémie. 59% des parents qui nous ont dit que leur enfant se sentait plus anxieux depuis le début de la pandémie. Et puis, on a près de la moitié des parents qui nous ont affirmé qu'il est plus difficile pour leur enfant de vivre avec leurs limitations visuelles depuis le début de la pandémie.
Puis finalement, on avait posé aussi une question pour connaître un petit peu mieux l'état émotionnel des parents. Puis le résultat qu'on a eu, c'est que 56% des parents nous ont mentionné qu'ils se sentent plus anxieux depuis le début de la pandémie en raison des difficultés supplémentaires qui ont été vécues par leurs enfants. Donc, je vous ai présenté vraiment les faits saillants, là, les résultats de manière très synthétisée, là. Mais il y a aussi un rapport complet de recherche qui, je crois, va être disponible sur le site Internet du regroupement. Donc, je vous invite à le consulter pour avoir plus de détails, mais aussi, puis surtout pour lire les témoignages qui ont été recueillis pendant les entrevues, parce qu'il y a des témoignages qui sont vraiment très riches puis qui illustrent vraiment bien les réalités qui ont été vécues par les personnes. Donc, c'est très intéressant. Puis j'ai pas eu le temps de vous les présenter ce midi, là, mais c'est très intéressant à lire. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de votre attention, puis je vais laisser la parole à Martin. Merci. Merci pour cette présentation. Vous avez tout à fait respecté le temps qui vous était imparti. Même, on a gagné quelques minutes. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde, si jamais vous avez des questions, même des commentaires, n'hésitez surtout pas à écrire à l'adresse courriel que je vous ai fournie. Je la répète, webinaire@raaq.qc.ca. Ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous entendre, de partager les questions, les commentaires aux panélistes. Et d'ailleurs, maintenant, c'est le temps d'entendre les réactions des panélistes. Ils sont 4 aujourd'hui. On va commencer dès maintenant avec Jérôme Plante, qui est responsable de dossier à la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN. Alors, Monsieur Plante, vous avez 8 minutes. Si jamais je vois qu'on arrive vers la fin, je vais vous indiquer dans le clavardage en privé qu'il vous reste 1 minute. Alors, Monsieur Plante, vous ouvrez cette discussion, cette réflexion. La parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Ah oui, parfait. Écoutez, c'est un privilège pour moi d'être le premier à ouvrir le bal dans les panélistes. Écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant de lire ce rapport de recherche. Vous savez, les chiffres parlent, hein, et parlent énormément et mettent le doigt sur beaucoup de problématiques qu'on rapporte depuis le début de la pandémie, sur lesquelles on travaille. Et je ne parle même pas que de la COFAN, mais je parle du milieu communautaire des personnes en situation de handicap visuel et en situation de handicap tout court en général. Et ces chiffres-là viennent montrer de façon éloquente c'est quoi les problématiques qui existent depuis le début de la pandémie là, par rapport aux personnes aveugles et amblyopes. Donc, j'aurais envie de commencer en parlant des chiffres qu'on voit dans l'état émotionnel parce que c'est vraiment flagrant. Quand on dit que 71% des gens qui sont plus anxieux, puis que 68% des répondants affirment qu'il leur est plus difficile de vivre avec une limitation visuelle, et que 82% des gens se sentent plus isolés, c'est pas très étonnant par rapport à tout ce qui est rapporté plus haut dans l'étude. Dans mon travail que je fais à la COFAN et même dans mes intérêts avant, parce que les gens qui sont ici me connaissent déjà pour la plupart sous un rôle ou un autre au fil des dernières années. J'ai toujours été intéressé beaucoup et par le transport en général et par l'accès aux technologies de l'information, l'accessibilité au sens large et quand j'étais au RAC, la réadaptation a été une de mes attributions aussi. Mais je dirais qu'on le voit très bien dans les résultats de ce rapport-là que la pandémie a eu des impacts très importants pour les déplacements des personnes. C'est des chiffres vraiment très élevés quand on voit que plus de 80% des gens, autant aveugles qu'amblyopes, ont dû vivre des difficultés là, à cause des réaménagements de l'espace urbain. C'est vraiment majeur.
Et ce qui est d'autant plus majeur, c'est la soudaineté la précipitation dans laquelle ces réaménagements-là se sont faits. Je comprends que tout le monde improvisait un peu là-dedans, mais quand même, on n'a pas vraiment tenu compte de ces clientèles qu'on dit vulnérables au sens large et en ce qui nous concerne, les personnes handicapées visuelles dans l'élaboration de ces plans-là. Et ça, c'est très problématique. Déjà avec les limitations de déplacement en général que causent évidemment les restrictions de la pandémie, si en plus c'est très difficile d'effectuer les déplacements qu'on peut toujours effectuer, comme par exemple aller prendre une marche, mais dans un environnement qui a tellement changé que ça devient beaucoup plus difficile, voire peut-être même périlleux, on a une problématique importante, là. Et aussi, j'aurais envie de parler justement de tout ce qui est accessibilité de l'information et tout ce qui concerne les technologies de l'information. La pandémie nous a montré encore plus crûment, si c'était nécessaire, la fracture numérique qui existe. Déjà dans la population en général, mais c'est évident que les personnes en situation de handicap sont davantage concernées, je dirais, par cette fracture numérique-là. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont en mesure d'utiliser ces équipements-là et surtout de disposer des adaptations nécessaires. Et quand on constate justement que beaucoup de gens n'ont pas eu les interventions requises pour l'adaptation de leur matériel, c'est une problématique vraiment très importante quand on sait l'importance énorme que la technologie a pris dans les contacts qu'on peut avoir avec le restant du monde depuis le début de la pandémie, là. On le voit, on est présentement en train d'utiliser un logiciel de vidéoconférence. Les gens doivent être en mesure de savoir comment l'utiliser. Dans ce cas-ci, on peut se connecter autrement, par exemple par téléphone, mais quand même, et ça prend des logiciels de revue d'écran pour beaucoup de gens aveugles et amblyopes que le centre de réadaptation doit pouvoir attribuer. Et si ces attributions ne se font pas, c'est très problématique pour beaucoup de gens. Même une personne comme moi qui travaille doit faire des pieds et des mains pour avoir les mises à jour de ces équipements-là qui sont plus importantes que jamais, étant donné les logiciels qu'on utilise et le fait de ne pas être à jour fait en sorte que certains équipements deviennent difficiles à utiliser. Et donc, c'est le genre de problème qui a toujours existé, mais qui est vraiment exacerbé par la pandémie et l'importance que la technologie prend dans nos contacts et dans notre travail et dans nos contacts en général et même dans les loisirs maintenant qui sont de plus en plus virtuels. Et peut-être, je finirai en parlant de réadaptation. Oui, j'en parlais de réadaptation, mais de soins de santé. C'est préoccupant de voir les chiffres par rapport au nombre de personnes qui ont eu des difficultés à avoir accès à des rendez-vous en optométrie, basse vision, tout ça. C'est des cas concrets, c'est des problèmes de santé visuelle qui vont aller en se détériorant parce qu'ils ne sont pas traités à temps. C'est peut-être des souffrances pour ces personnes-là, des inconvénients importants pour ces personnes-là qui vont peut-être réduire leur participation sociale. Et franchement, c'est très préoccupant de voir. Je sais, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de problématique-là. Je veux dire, il y a eu des cas qui sont passés dans les médias dans le dernier mois, surtout quand on parlait de façon assez importante là, de délestage des soins de santé. On a vu des exemples de personnes qui attendaient des opérations très, très importantes pour leur qualité de vie. Mais en ce qui nous concerne, c'est sûr que c'est un problème très important de ne pas avoir des rendez-vous d'optométrie de basse vision, de ne pas avoir les soins médicaux qui sont nécessaires pour pouvoir
sauvegarder la vision qu'on a et garder un certain confort dans notre vision aussi, là, surtout qu'on s'en sert plus que jamais pour ceux qui ont un résidu visuel, évidemment. Et puis, je veux dire, je ne veux pas trop tomber dans le témoignage personnel, mais même moi, j'ai dû me débattre pour avoir des soins par rapport à ma vision. Donc, c'est vrai pour beaucoup de gens, puis je les ai eus, mais il faut se battre énormément. Donc, c'est très problématique de voir ces chiffres-là et on voit très bien que la pandémie a vraiment changé notre rapport à l'environnement en général. On le sait, hein, le toucher est essentiel pour une personne qui est en situation de handicap visuel, encore plus que pour n'importe qui, pour compenser, entre autres sens, là, le sens de la vision qu'on perd partiellement ou complètement. Et ce rapport-là au toucher est grandement altéré, hein, par la pandémie. On peut pratiquement plus rien toucher et ça, c'est plus difficile d'appréhender l'environnement dans beaucoup de situations à cause de ça. Même quand la pandémie sera derrière nous, ce que ça nous permet de voir, ce rapport de recherche-là, c'est tous les défis qu'on va avoir à relever. La COFAN, le RAC et tous les organismes du milieu des personnes en situation de handicap et des personnes handicapées visuelles plus particulièrement pour assurer que même quand la pandémie sera derrière nous puis que les restrictions vont être levées, que la participation sociale des personnes handicapées visuelles puisse revenir à un niveau qu'elle était avant la pandémie et même augmenter parce que malheureusement, il y a des reculs importants qui pourraient être à prévoir et on ne sortira pas de cette pandémie-là sans séquelles. On l'a vu, on le constate déjà et ça va être très important de se préoccuper des impacts que la pandémie pourra avoir sur ces personnes-là. Et les changements sociaux en général qui vont se faire suite à cette pandémie-là vont avoir des impacts sur les personnes aveugles et amblyopes, donc il faudra se préoccuper pour qu'on retrouve une participation sociale aussi importante et même plus. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur ce rapport de recherche-là, mais il faut reprendre chaque ligne de ce rapport-là, chaque donnée de ce rapport-là et s'en servir dans chacun de nos groupes pour faire avancer nos dossiers en défense des droits, pour aller voir tous les partenaires concernés dans toutes nos sphères d'activité, pour faire de la sensibilisation, pour que ces enjeux-là soient bien connus de la population. Et d'ailleurs, je suis content de la visibilité médiatique que le RAC a eue depuis le début de cette semaine par rapport à cette recherche-là. Et il va falloir, suite à la pandémie, qu'on se serve de ces données-là pour s'assurer qu'on va répondre à tous les défis qui vont ressortir de ça après pour qu'on trouve notre participation sociale. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de webinaire. Merci, M. Plante. En tout cas, vos propos, moi, ça me rappelle toute l'importance de l'action communautaire autonome, des groupes en défense de droits, pour s'assurer que les décideurs prennent en considération les nombreuses personnes qui tombent entre les mailles du filet social. Aussi, je vous rappelle, c'est bientôt le 20 février, la Journée mondiale de la justice sociale. Je pense que c'est aussi une belle opportunité pour faire part aux décideurs des besoins et des enjeux vécus par les personnes qui ont un handicap visuel. Alors, merci pour vos propos, M. Plante. Alors, maintenant, je vais donner la parole à notre prochaine panéliste, qui est Geneviève Genet, intervenante accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Alors, Madame Genet, les 10 prochaines minutes vous appartiennent. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de participer au webinaire aujourd'hui. L'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels est vraiment contente que ses membres, les parents, ont pu participer à ce sondage-là. C'est une belle recherche qui permet de faire ressortir justement toutes les difficultés qui ont été nommées. Et
Je trouve que 27 répondants, ça peut paraître pas beaucoup, mais sur la population d'enfants qui ont une déficience visuelle, c'est quand même un chiffre intéressant. Puis j'ai fait un petit calcul rapide tantôt pour voir, je pense que ça représente environ peut-être 10% des membres de l'ACPEV qui ont un enfant d'âge scolaire. Donc, pour donner un petit aperçu, même si l'ensemble des parents qui ont répondu ne sont pas nécessairement membres de l'ACPEV. Donc, ça a été vraiment diffusé largement dans le réseau. Il y a aussi 7 grandes régions qui sont bien représentées dans le sondage, là, la capitale nationale, Montréal, l'Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laval, Laurentides, Montérégie, qui ont été ressortis, malgré qu'on a des parents d'enfants dans d'autres régions aussi. Primaire, secondaire, étaient bien représentés. Je trouvais ça super intéressant. En classe ordinaire, en classe spécialisée aussi, qui n'ont pas été nommés par la chercheure tantôt, mais que je trouve intéressant de rappeler. Il y avait 4% des répondants que leur enfant était à l'école spécialisée et 4% qui font l'école à la maison. Donc, on en a quand même quelques-uns qui ont choisi pour différentes raisons de faire l'école à la maison. Donc, je trouvais ça important de les nommer. Puis aussi, le fait que les enfants, comme toutes les personnes en situation de handicap, puis même les personnes pas en situation de handicap, mais encore plus, autant chez les enfants qui ont une déficience visuelle, ils ont perdu des acquis depuis le début de la pandémie, donc au niveau scolaire, au niveau social aussi. Puis dans les méthodes, tout ce qui est les méthodes de travail à l'école et tout ça, le fait d'être chamboulés dans leur méthode de travail, de devoir se retrouver, se débrouiller seuls à la maison avec leurs parents. Les enfants n'ont pas tous des parents nécessairement en mesure de bien les accompagner. Les parents peuvent être en télétravail, en perte d'emploi, peu importe. Ils n'ont pas non plus tous les outils puis la formation nécessaire pour les accompagner au niveau académique selon leurs besoins. Donc, tout ce soutien-là autour d'eux qui auraient normalement accès ou qui devraient avoir accès normalement à l'école, qui ont pu eu au début de la pandémie. Puis avec l'évolution aussi, confinement, pas de confinement, donc ça a pu varier d'un enfant à un autre. Il y a des enfants qui ont la chance d'avoir du soutien aussi à l'extérieur, des fois de tuteurs ou autres, mais ce n'est pas malheureusement la chance de tous les enfants. Il y en a qui en auraient besoin. Déjà, le soutien du personnel de l'équipe école, mais la collaboration aussi avec le centre de réadaptation, tout ça, c'est important. Puis ça ne s'est pas toujours maintenu non plus. On sait avec la pandémie, il y a eu du délestage et tout ça. Donc, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de trous de service aussi de ce côté-là. Il y a eu des variations aussi de ce qu'on a compris d'une région à l'autre, d'une école à l'autre. Il y a les mesures, de la façon qui ont été appliquées d'un directeur d'école à un autre. Ça n'a pas été nécessairement équitable pour tous les enfants qui ont une déficience visuelle. Donc, certains ont pu. On a entendu que plusieurs n'ont pas pu sortir leurs livres en braille ou leur matériel, leurs livres agrandis, mais certains ont pu le faire. Donc, qu'est-ce qui explique que certains puissent le faire, d'autres ne puissent pas le faire? Est-ce qu'on peut avoir une ligne directrice qui s'applique à la grandeur du Québec? Des PDF aussi dans tout ce qui est numérique, les exercices, les activités, les sites vers lesquels on envoie les parents chercher des exercices. Donc, on a accès à des documents PDF qui sont souvent pas accessibles. Les parents qui sont capables doivent imprimer ou adapter la documentation pour la rendre accessible pour leurs enfants. Plusieurs ont dû retranscrire en braille ou en Word pour rendre accessible l'information. On a aussi toutes sortes d'autres outils qui sont utilisés, qui ne sont pas toujours accessibles. Donc, c'est ça, la formation, la préparation des parents, des enfants aussi est vraiment importante. Que les écoles, puis que les intervenants des centres de réadaptation peut-être puissent avoir un plan de match en cas de confinement ou de reconfinement. J'imagine que ça s'est fait aussi progressivement là, depuis le premier confinement, puis Noël et le début 2021. On espère que ça s'est fait. Mais si vraiment ça pouvait être fait de façon générale, qu'il y ait des lignes directrices ou c'est ça. Un plan A, un plan B, aussi un plan C, ça peut toujours être pratique en temps de pandémie avec ce qu'on vit, les variations qu'on vit. Donc, c'est ça, c'est vraiment au niveau de l'accessibilité de façon générale, accessibilité
de l'information, des sites Internet, des outils technologiques, comme on parlait de la plateforme Zoom et tout ça. La plateforme Zoom que le RAC utilise, entre autres, ça a l'avantage d'être plus accessible aux personnes aveugles, aux personnes qui ont une déficience visuelle. Mais encore faut-il savoir l'utiliser, puis il faut que la personne qui donne le cours à l'autre bout, c'est par exemple un enseignant avec un groupe d'élèves, mais qu'on puisse bien l'entendre, que la personne s'assure que l'élève à l'autre bout comprend bien, puis ça s'applique autant pour les enfants voyants que les enfants malvoyants et non-voyants. Donc, les enfants n'ont pas tous non plus un parent à temps plein à côté pour le soutenir dans son apprentissage à distance. Donc, ça, c'est un enjeu important aussi. J'avais aussi la pratique. Donc, c'est sûr que depuis le début de la pandémie, en mars 2020, puis jusqu'à aujourd'hui, avec le début 2021, les enfants ont eu le temps de se pratiquer, de mettre des choses en place, ceux qui ont été encadrés, ceux qui ont eu des outils, ceux qui ont eu des parents qui les ont accompagnés, des intervenants aussi. Donc, le fait de mettre en pratique leur méthode de travail et tout ça, d'utiliser leurs outils technologiques, ça les aide beaucoup à s'améliorer, puis à développer des meilleures capacités d'adaptation aussi. Donc, c'est pas mal ça que j'ai retenu de la portion sondage des parents. Merci beaucoup. Merci, Madame Genet. Merci. Vous êtes vraiment panéliste, discipliné dans le temps. Alors, j'invite les gens qui sont dans l'assistance à ne pas hésiter à faire parvenir vos questions, vos commentaires. J'ai vu aussi qu'il y en a qui les font directement dans le clavardage. Ça me permet d'y avoir accès, mais n'hésitez pas parce qu'on risque d'avoir un peu plus que les 15 minutes qui étaient initialement prévues. Alors, si vous voulez même réagir, faire part de vos commentaires, vous pouvez vous le permettre. On va pouvoir transmettre vos commentaires aux panélistes, mais aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous écouteront, considérant que c'est web diffusé. Pour les personnes qui n'ont pas accès au clavardage de Zoom, je vous rappelle l'adresse courriel une énième fois à laquelle vous pouvez écrire. Alors, c'est webinaire@raaq.qc.ca. Aussi, le rapport de recherche, vous pouvez le retrouver directement sur le site Internet du RAC dans la section COVID-19. Alors, si jamais vous voulez, puis en fait, je vous invite fortement pour le voir plus en détail. C'est un magnifique travail qui a été fait. Alors, n'hésitez pas. Alors maintenant, on va rejoindre le milieu plus académique. On a la chance d'avoir parmi nous M. Patrick Fougerolas, qui est fondateur et directeur scientifique du Réseau international sur le processus de production du handicap. Il est aussi chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale et finalement professeur associé au département d'anthropologie de l'Université Laval. Alors, M. Fougerolas, les prochaines minutes sont à vous. Alors bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à réagir à cette importante recherche. Je l'apprécie beaucoup. Je vais faire des commentaires peut-être un peu plus généraux aussi par rapport à l'impact de la crise sur les personnes ayant des limitations et sur la qualité de leur participation sociale. Avec mon équipe, on a réalisé depuis le début de la pandémie un collectif de veille justement pour suivre les médias, tout ce qui sort, pour voir l'impact, justement pouvoir mesurer l'impact de la crise socio-sanitaire sur les personnes en situation de handicap. Et tel qu'il a été dit, la crise exacerbe, c'est un révélateur finalement de la fragilité des acquis de notre participation sociale et de l'exercice des droits que souvent on prend vraiment comme étant des progrès, et c'est beaucoup de progrès bien entendu depuis les dernières décennies, mais qui s'avèrent extrêmement vulnérables et fragiles parce que justement je ferai référence à la compréhension du handicap et la compréhension sociale du handicap est
pour les personnes qui ont des limitations, c'est une condition, c'est-à-dire que ce n'est pas des maladies en tant que telles, mais c'est véritablement une condition ordinaire avec laquelle chacun doit vivre, et on le voit très bien dans le rapport, et pouvoir avoir accès à un ensemble de soutien, d'accompagnement, de technologie qui permet à ce moment-là de maintenir une bonne qualité de la participation sociale. Cette vision sociale du handicap, elle est complètement absente des représentations de la santé publique, des autorités qui ont géré sur le mode de l'urgence cette crise. En fait, on est face à une prédominance d'une gestion de population à partir d'un modèle plus de prévention des facteurs de risque d'infection, et on ne voit pas justement par les décisions qui sont centrées là-dessus toutes les conséquences collatérales finalement que ça va avoir sur les différents groupes de population. On a vu qu'on a mis le focus sur les personnes âgées, mais les personnes hébergées. Donc, et dans ce sens-là, les personnes ayant des limitations visuelles comme les autres sont invisibles, et je dirais que les décisions font partie d'une invisibilisation des personnes en situation de handicap. Alors, ce qu'il y a de très important, justement, pourquoi c'est comme ça, c'est qu'au niveau des autorités, ils ne prennent pas leurs décisions avec des données qui identifient les besoins de toute la population, puis les spécificités. Donc, c'est une approche qui considère que tout le monde a des capacités, qu'elles vivent des vies ordinaires, qu'elles ont accès à la technologie, et donc on oublie justement qu'on n'est pas tous pareils, on oublie toutes les différences. Et puis là, on est un petit peu mis dans un fourre-tout, moi j'appelle ça un fourre-tout épidémiologique, des personnes vulnérables, mais dans lesquelles il y a énormément de spécificités. Et là, on le voit bien dans ce rapport avec les limitations visuelles, autant pour les adultes que pour les enfants, que ces spécificités-là, qu'on prend pour acquis, eh bien, elles ne sont pas là au niveau du socio-sanitaire, mais en même temps, la chaîne de décision qui va toucher l'école, qui va toucher la réadaptation, qui va toucher le travail, l'accompagnement, les loisirs, faire son épicerie, et ben, tout ça n'est pas là du coup. Donc, parce qu'il y a un manque de conseils, et souvent les décisions sont prises, puis après on va aller consulter le RAC, la COFAN et tout ça, mais c'est toujours en retard, et c'est pas là dès le début dans une approche participative. Donc moi je trouve que c'est très très important les données de cette recherche, justement pour garder des traces, avoir les argumentaires et le portrait de situation pour pouvoir ensuite justement faire en sorte que ça ne se reproduise plus dans le futur. Alors il faut se mobiliser pour une approche participative continue dans les prises de décision. Souvent, on entend parler de la clause d'impact. Alors, quand on prend des décisions, et normalement l'Office des personnes handicapées et tout ça, ils doivent regarder quels sont les impacts sur les diverses populations qui vont être touchées. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant. Toute décision devrait prendre le temps de regarder ces impacts sur les personnes qui ont des limitations, mais aussi sur les conséquences sur les aides humaines, l'accès à l'accompagnement, aux aides, aux technologies, comme il a été dit, qui sont essentielles au maintien de la qualité de la participation sociale des personnes. Je pense donc que ce rapport montre bien que les personnes ayant des limitations visuelles de tous âges ne doivent pas être
les dommages collatéraux, finalement, à court et long terme. Et on va voir des conséquences de très longue durée, comme ça a été soulevé, par les aggravations de problèmes visuels, par la réorganisation que ça demande, les retards. Et comme le délestage, ça va créer des attentes pendant très longtemps. Donc, il faut cesser d'être des dommages collatéraux à court terme et moyen terme. La documentation des faits de cette recherche est d'une grande utilité et s'ajoute à d'autres travaux qui se font maintenant. C'est essentiel d'abord pour exister. Il faut que notre réalité soit là et ce rapport le fait beaucoup. Et il faut préparer des sortes, je pense, d'états généraux post-Covid pour que la conception inclusive de plans d'action national en cas de crise, mais pas simplement en temps de pandémie, toute crise, la crise du verglas, tout ce qu'on peut aussi appréhender avec les crises écologiques, se fasse toujours dans un mode de participation actif de la part des personnes concernées. Et donc, on manque là de ces lieux de concertation vigilants et qui soient inclus dans les plans d'action de prévention et de protection contre les catastrophes, contre les pandémies. Donc, cette dimension sociale-là doit faire éclater un peu un modèle médical qui est uniquement centré sur les maladies et les défauts des gens pour comprendre que vivre en situation de handicap, c'est vivre de façon ordinaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Foutgirolas. Apprécier ce regard externe sur la situation. Et maintenant, pour clôturer la présentation de ces 4 panélistes, on reçoit finalement M. Mathieu Francoeur, qui est coordonnateur du mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services. Alors, M. Francoeur, vous avez 10 minutes. La parole est à vous. Merci, Martin. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde, d'ailleurs. Je pense que je ne prendrai pas 10 minutes, comme la plupart des gens l'ont fait. Et ce qui est le fun, c'est différent de d'autres fois. Ça laissera plus de place pour les questions des gens, j'espère. Donc, merci au RAC d'avoir invité le mouvement Phase. C'est sûr que ça nous interpelle beaucoup, ce genre de recherche, de sondage-là qui est fait auprès des personnes, auprès des membres des groupes. C'est sûr, première réaction, on est malheureusement, on n'est pas surpris de ces résultats-là. Je vais vous parler un petit peu aussi plus largement parce qu'il y a beaucoup d'autres groupes et beaucoup d'autres populations qui se préoccupent de ce qui se passe actuellement. Et c'est sûr que les chiffres, j'avoue qu'ils sont assez élevés. Là, les pertes d'acquis, pertes de services, problèmes d'accès. J'ai peut-être une image parce que les personnes aveugles, dans ma tête, peut-être dans la tête de beaucoup de gens, ont peut-être moins besoin de services de santé, services sociaux, de réadaptation. Mais quand je lis tous ces chiffres-là, toutes ces pertes-là, toutes ces réalités-là, ben, les personnes aveugles ont autant besoin de services que d'autres populations de personnes handicapées. Et on le voit vraiment avec les pertes qui ont été vécues dans les derniers mois à cause du... Ben, moi, je vais vous parler surtout de santé et services sociaux, évidemment, mais à cause du réseau de la santé et son état pitoyable et à cause de la pandémie, des mesures restrictives, etc. C'est sûr que l'accès aux services et aux soins, c'est fondamental pour tout le monde, pour les populations de personnes handicapées. Puis là, on voit vraiment que ça a été si ce n'est pas la population la plus impactée par la pandémie et ses conséquences. Je vous dirais que c'est intéressant cette recherche-là parce que nous, actuellement, à Phare, on est en train de recenser un peu toutes les pertes, tous les reculs qu'il y a eu pendant la pandémie pour les personnes handicapées largement, là, des PTSA et les familles. On a réussi à mettre la main sur d'autres études aussi comme celle-là. Il y a Défi Montréal qui vient de sortir un document. Il y a le RANQ au niveau des proches aidants qui a sorti un sondage intéressant. Il y a Audition Québec qui sort quelque chose bientôt. Donc, ça commence à faire beaucoup. Dans nos propres groupes, on a fait des sondages maison aussi. On a plein de choses qui apparaissent.
Donc, le portrait général, éventuellement, des pertes, des reculs en santé et services sociaux et dans les autres programmes services, dans les autres sphères de la vie, ça va être assez important comme données et aussi comme conséquence, évidemment, à moyen et long terme. Je vais peut-être vous dire que, même si ça ne touche pas directement les personnes aveugles et amblyopes, c'est sûr que ce qu'on a beaucoup eu, nous, comme information, c'est sur le chèque emploi-service, évidemment, mais qui peut toucher aussi des personnes avec une déficience visuelle. Toute la question des préposés, évidemment. La réadaptation physique, en général, c'est catastrophique actuellement. C'était déjà problématique avant la pandémie dans le réseau de la santé. Là, ça l'est encore plus. Le matériel d'aide à l'élimination, la réparation de matériel qui touche aussi les personnes aveugles. Il y a eu des reculs là-dedans il y avait déjà des attentes souvent ou des délais. Là, c'est encore pire. On parlait du centre de conditionnement physique adapté Viomax à Montréal, au centre Lucie Bruno, que ça a été fermé à peu près la plupart du temps avec des conditions très difficiles, très rigides pour y accéder. Les activités de jour, les stages de travail, le socio-pro, autant en DI, des TSA qu'en DP, ça a été aussi très, très difficile dans les derniers mois. La situation dans les CHSLD pour les personnes handicapées adultes, le cas de Jonathan Marchand, on a entendu parler de toute cette situation-là aussi très, très difficile. Là, je vous nomme une liste un peu déprimante, mais il y a tellement de choses, il y a tellement d'enjeux à considérer. Rapidement, en DI, TSA, juste pour vous donner une idée, un impact, la question de l'hébergement dans les ressources intermédiaires, RTF, RAC, c'est très, très difficile. Le confinement extrême, le déconditionnement des personnes, les troubles de comportement que ça a engendré, les problèmes avec le répit à la maison, les fermetures de dossiers, les mises en vigie dans les CIUS. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre-là, c'est sorti un peu dans les médias, mais au CIUS centre-sud de l'île de Montréal, entre avril et novembre, en DITSA, il y a eu 460 dossiers fermés. Donc, c'est 10 des dossiers qui ont été fermés. Ça, c'est les chiffres du comité des usagers du CRDT de Montréal. Et on ne sait pas trop pourquoi. On se doute que c'est parce qu'il n'y avait plus de monde pour s'en occuper, évidemment, qui considéraient que ce n'était pas prioritaire. Mais c'est vraiment des enjeux assez forts. Des chiffres qui parlent. Puis ça, c'est les premiers chiffres qu'on entend. Il va y en avoir plein d'autres qui vont sortir éventuellement dans les prochains mois. C'est sûr, la santé mentale, les problèmes psychosociaux qui se sont aggravés dans les derniers mois pour l'ensemble de la population, mais particulièrement pour les gens qui souvent ont besoin plus de services, plus d'aide, sont plus isolés. Les services psychosociaux qui étaient très, très difficiles d'accès avant la pandémie l'ont été encore plus. Puis bon, les médias en ont beaucoup parlé parce qu'il y a eu des augmentations dans les chiffres, dans les statistiques. Mais c'est sûr que c'est relié à un paquet de choses qu'on connaît tous, mais aussi l'impact des restrictions sanitaires ou des consignes sanitaires sur les populations handicapées ou les personnes aveugles, que ce soit les aménagements et réaménagements de lieux publics de rue, dans les commerces, la question du port du masque pour certaines personnes qui est compliquée, le couvre-feu qui complique aussi les services, l'entraide entre les personnes. Donc ça, c'était toutes des conséquences qu'on n'a pas encore complètement vu les effets. Martin en parlait, les groupes communautaires aussi, évidemment, qui ont été obligés de réduire leurs services en personne, mais même aussi à distance. Tout ce qui est l'accompagnement, tout ce qui est les activités, les groupes d'entraide. Il y a des groupes qui avaient accès à une certaine technologie, d'autres non, leurs membres oui, leurs membres non. Puis les groupes communautaires qui ont, je pense, de la vie de beaucoup de monde, ont réussi à faire que la crise a été moins pire pour bien des gens, en permettant de donner un minimum de services, un minimum d'écoute, un minimum de référence. Mais c'est sûr que les groupes communautaires ont mangé la claque aussi, ont perdu beaucoup. Et ici, on est beaucoup de gens dans des groupes ou des regroupements communautaires. C'est important, comme disait Martin, qu'on continue à revendiquer pour le filet social, puis pour le financement, puis pour la présence et l'importance des groupes, l'autonomie aussi. Je voudrais peut-être vous dire aussi que, c'est sûr, nous, c'est santé services sociaux qui nous préoccupent. Ça fait des années qu'on a des revendications sur la fin des listes d'attente, sur l'amélioration des services, sur la priorisation des services sociaux. Pas priorisation, mais que les services sociaux sont toujours le mal-aimé, l'enfant pauvre par rapport à la santé, qu'on demande qu'il y ait des services pour les personnes handicapées, pour les familles, qu'à chaque année, c'est difficile. Il y a un petit peu d'argent des fois en soutien à domicile, un petit peu en réadaptation, mais c'est souvent des diminutions, des restrictions. On sait que le réseau était dans un état catastrophique avant la pandémie, entre autres avec les différentes réformes, les différentes compressions qu'il y a eu au cours des années. Mais là, vraiment, on a eu tellement d'exemples de données par toutes sortes de gens qui font affaire avec le réseau au quotidien ou de façon régulière. Et là, vraiment, des horreurs, des personnes qui étaient délestées, on ne savait plus trop où ils étaient rendus où. Les gens cherchaient leur intervenant, leur responsable, leur ergothérapeute. Vraiment des cas incroyables où les gens se sont trouvés sans réponse pendant des semaines, pendant des mois. Donc, tout ça pour dire qu'en terminant, je rejoindrai aussi, entre autres, Patrick,
sur la mobilisation. Évidemment, à FASE, on fait beaucoup de mobilisation. On a essayé de continuer la mobilisation pendant la pandémie, même si c'était difficile, entre autres, de se voir dans la rue, de se voir publiquement. Mais on a essayé de le faire. Puis je pense qu'une des choses que les groupes communautaires dans notre secteur, dans notre milieu, doivent retenir, c'est d'être plus présent dans l'espace public, plus présent dans les médias. Je sais que c'est facile à dire, ça ne se fait pas comme ça, mais aussi de communiquer plus avec les membres, avec les autres groupes, de travailler plus ensemble, parce que notre milieu communautaire et les personnes handicapées en général sont invisibilisées, on l'a souvent dit dans les derniers mois, comme d'autres catégories de la population, mais de façon vraiment importante, même si les personnes handicapées et les familles sont une des plus grosses minorités, entre guillemets, qu'il n'y a pas au Québec et au Canada, mais on est vraiment invisibilisés. On dirait que les droits des gens ont été suspendus pendant la pandémie, puis étaient déjà atteints avant la pandémie. Droit à la santé, entre autres, droit à avoir des services, droit à l'information, et que là, on a eu des reculs importants encore plus dans les derniers mois. Donc, moi, je fais un appel à la mobilisation. Puis les recherches comme on a aujourd'hui, c'est des bons outils pour revendiquer, pour se présenter dans l'espace public. Il faut continuer à faire ça, mais il ne faut pas juste rester au niveau de la recherche, il faut aller aussi dans l'action. Puis pas juste la représentation politique, il faut aussi être visible, mobiliser les gens par toutes sortes de moyens, selon les possibilités qu'on a dans le contexte actuel. Mais je pense qu'il faut se préparer pour la sortie de crise, pour être vraiment présent, puis dire que ce qui est arrivé, c'est la suite de ce qu'on vivait depuis des années, mais là, ça a été vraiment la fin, la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur Francaire, pour cet appel à la mobilisation qui sera assurément nécessaire. Des choix politiques devront s'opérer dans les prochains mois. Alors, c'est quoi le Québec qu'on veut dans l'avenir? C'est quoi le filet social qu'on veut se donner? C'est sûr que si c'est la cible de l'équilibre budgétaire qui est priorisé par le gouvernement, bien, les différentes mesures qu'on propose seront difficilement applicables. Alors, on a reçu pour l'instant 4 questions. Naturellement, vous êtes invités tous et toutes à les faire parvenir, vos commentaires, vos questions. Qu'est-ce que ça suscite chez vous? On veut vous entendre. Il reste encore une vingtaine de minutes au webinaire avant le mot de la fin. Alors, vous avez tout l'espace pour le faire. Je vais, dépendamment des questions, des fois sont adressées à une personne plus qu'à une autre, mais si jamais, à l'entente de la question, ça suscite quelque chose chez vous, vous êtes invité à y réagir, que ce soit Mme Roger ou les panélistes. Alors, la première question a été posée dans le clavardage. Il a déjà été répondu par écrit, mais pour les gens qui vont regarder le webinaire par Facebook, j'inviterai M. Plante à le dire verbalement. Alors, la question se lisait comme suit. Le réseau de la santé va actuellement vers Teams et non pas vers Zoom. Est-ce que vous avez des stratégies, des suggestions pour faciliter cette transition, cet apprentissage de cette plateforme qui est Teams, notamment c'est utilisé dans le milieu scolaire. Alors, j'inviterais M. Plante à un peu, nous faire la synthèse de ce qu'il a écrit dans le clavardage. Oui, et peut-être, Madame, je vous invite aussi, peut-être Madame Genet, peut-être que vous avez aussi des éléments de réponse. Ça va être très court, en fait. J'avais donné 2 éléments là, dans le clavardage. En fait, premièrement, j'avais donné un lien vers une banque d'articles sur l'accessibilité de Microsoft Teams sur le site là, de Microsoft Office. Donc, il y a toute une section sur l'accessibilité des produits Office, puis dans ce cas-ci, sur l'accessibilité de Teams là, avec une série d'articles. J'ai donné un lien direct vers cette banque d'articles-là là, avec des trucs pour comment l'utiliser avec un logiciel de revue d'écran, une foire aux questions, puis ainsi de suite. Peut-être qu'on pourra diffuser ce lien-là là, sur la page Facebook ou peu importe. Là. Il y a quand même beaucoup de ressources intéressantes là-dessus. Et le deuxième point que j'avais dit, c'était que Microsoft Teams, idéalement, doit être utilisé avec la version la plus récente possible de JAWS, parce qu'avec les versions précédentes de JAWS, on voit des bugs encore assez importants qui ont été résolus avec la version la plus récente, qui est 2021.
J'ai d'ailleurs utilisé cet argument-là pour avoir la mise à jour, parce que je dois l'utiliser, moi, pour beaucoup de communication gouvernementale, parce que beaucoup de ministères et organismes gouvernementaux utilisent Teams pour leurs réunions. Donc, pour une plus grande accessibilité, il faut utiliser la version la plus récente de JAWS. Avec des versions précédentes, ça peut se faire, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il manque certaines fonctions. Mais bref, je vous recommanderais et d'avoir un JAWS récent, idéalement 2021, et de consulter là, la liste d'articles dont j'ai donné le lien. Il y a beaucoup de choses intéressantes, dont des raccourcis clavier, des trucs là, pour bien commencer à utiliser Teams, même des bonnes pratiques pour l'organisation de réunions avec Teams quand il y a des utilisateurs là, de logiciels de revue d'écran. Peut-être qu'il y a d'autres ressources qui existent ailleurs sur l'accessibilité de Teams, mais tout au moins, spontanément, c'est celle-là que je peux vous référer. S'il y en a d'autres qui veulent le compléter, ils pourront le faire. Merci, Mme Genet, pour la question touchait aussi le milieu scolaire parce qu'effectivement, Teams a été utilisé à quelques reprises. Est-ce que vous avez des suggestions pour les parents qui doivent accompagner leurs enfants? Je n'ai pas de suggestion, moi, comme telle, mais ce que je dirais au milieu scolaire, c'est de se référer à leur conseillère pédagogique ou conseiller pédagogique du centre de service et le centre de service, normalement, devrait se référer au centre suprarégional de soutien et d'expertise en déficience visuelle où est-ce qu'il y a des personnes ressources qui peuvent aider et soutenir par rapport à l'accessibilité et tout ça. Donc, ce serait important d'aller vérifier là, quelle formation ou information serait disponible. Puis au niveau du centre de réadaptation aussi, parce qu'il y a des intervenants spécialisés au niveau des outils de la communication et tout ça, donc qui ont peut-être des conseils ou des formations à donner, autant du côté de l'élève que du personnel scolaire aussi. Parfait. Merci beaucoup. Aussi, il y a quelqu'un dans le clavardage qui nous indique que l'Institut Nazareth et Louis Braille a un centre de documentation avec des guides à l'intention des usagers. Il y en a un récent sur Zoom, mais il y a aussi d'autres guides qui ont été produits, de ce qu'elle dit, par des intervenants en communication informatique. Alors, voilà, si vous allez sur l'Institut, dans le centre de documentation, vous allez trouver ces différents guides et tutoriels pour vous aider. La prochaine question vient d'Yvon Provencher. C'est une question pour M. Fujirolas. Croyez-vous que nous assistons au retour de l'approche biomédicale dans la façon de considérer les personnes handicapées? Puis si oui, comment combattre cette tendance? Alors, j'imagine qu'il y aura un droit de parole à M. Francoeur qui voudra réagir. Alors, M. Fujirolas? C'est très, très clair que le modèle biomédical, donc, qui fait peser sur la personne le handicap, là, comme responsable de son handicap, est très, très fort encore. Et comme je le disais, au niveau de la santé publique, en fait, c'est que la catégorie handicap, elle n'existe pas véritablement. C'est vraiment plus une perspective là, de prévention des risques. Alors, le modèle biomédical, quand on parle de personnes vulnérables, c'est même pas dans le sens vulnérable social, c'est véritablement la personne est vulnérable par ces problèmes de maladie, de problèmes chroniques, ces éléments-là. Donc, c'est pas véritablement un retour, parce qu'en réalité, il n'est pas parti, mais c'est surtout un constat de non-compréhension que le handicap, c'est quelque chose de construit socialement et qui est la relation entre la personne avec ses différences et le contexte. Et puis là, le contexte, on l'a complètement bouleversé. Donc, on a beaucoup de travail, je pense, à faire comprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la condition des personnes qui ont des limitations et qui vivent des situations de handicap. C'est une condition de vie ordinaire. Et ce n'est pas quelque chose là qui est de l'ordre de la maladie, même si on a besoin d'accès aux soins de santé et tout ça, mais c'est toujours dans une perspective d'accès aux services. Hein, mais c'est comme pour tout le monde, on a besoin d'avoir accès aux services de santé. Alors, c'est vraiment un moment où on s'aperçoit qu'à tous les points de vue,
le modèle social n'est pas acquis, ni au niveau de la santé publique et des autorités qui sont mal informées, et que la relation avec le mouvement de défense de droit, le RAC, la COFAN et tous les organismes, on a un gros travail non seulement à ramener, par exemple, les droits. Par exemple, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ça existe, mais on dirait que ça a disparu. Les lois de la politique à part entière, tout ça, ça a disparu. Donc, on a autant un travail de sensibilisation, de formation et de participation à la prise de décisions politiques à mettre en place et à partir d'un modèle social et de droits humains. En complément, est-ce que quelqu'un veut réagir? J'ai vu que des micros se sont ouverts. Monsieur Francaire, Madame Giguère, est-ce que vous voulez complémenter ce que Monsieur Fougeralas vient de nous dire? Oui, bien rapidement. Patrick a très bien répondu pour beaucoup d'éléments. Juste je rappelais tantôt quand je parlais des services sociaux versus santé, je pense aussi que c'est pas juste une distinction sémantique ou bureaucratique. Il y a déjà eu un ministère des Affaires sociales au Québec versus un ministère de la Santé. Là, c'est tout mélangé ensemble. On a un ministre délégué à la santé qui s'occupe des personnes handicapées, mais quand il faut prendre les vraies décisions, c'est le ministre de la Santé. Donc, Carman versus actuellement Dubé. Donc, on voit bien que c'est la santé, c'est la machine de la santé. Donc, pas de la prévention, mais du curatif ou pas de la réadaptation, mais de soigner les malades qui prend toujours la pleine place. Je pense que j'apprends pas grand-chose à grand monde. Puis au niveau, je rejoins Patrick, au niveau des droits, c'est sûr que l'approche, quand on parle d'exclusion, on ne parle pas de gens malades ou vulnérables, on parle de gens exclus, de gens qui n'ont pas les mêmes droits, qui n'ont pas accès aux mêmes choses. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut axer, avec les conventions, comme disait, et les lois, comme disait Patrick, mais aussi le montrer concrètement par notre visibilité, par l'action, par notre présence, par un peu forcer l'accès à des choses qui sont refusées aux personnes handicapées. Donc, les lois qu'il y a eu dans d'autres pays ont été acquises par des luttes, pas parce qu'ils n'ont pas été données gratuitement comme ça, c'est pas tombé du ciel. Donc, c'est sûr que si on veut une nouvelle loi plus contraignante sur l'accessibilité, sur les droits, il va falloir se battre pour ça. Puis, il va falloir aussi prendre différents moyens pour se faire voir et se faire entendre. Donc, une diversité de moyens. Monsieur Fougeralas, je vous ai vu lever la main. Oui, je voulais ajouter quelque chose pour le rapport et je voulais féliciter Madame Jeunet là, pour justement la bonne compréhension du handicap dans son rapport, hein, où elle parle de limitation, puis elle montre comment la situation de crise augmente nos situations de handicap dans le sens de situations d'exclusion sociale, d'inégalité. Et je voulais souligner cela parce que le rapport reflète bien le modèle social du handicap. Je me permets aussi de rajouter à ce que M. Francaire vient de dire, dans toute la complexité de l'action gouvernementale, il y a aussi le fait que oui, il y a la santé et les services sociaux, mais on a aussi le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, il y a tout un pan aussi qui relève de ce ministère-là, ce qui nécessairement vient un peu complexifier. J'ai une question de Mme Lynne Robichaud, qui est adressée à Mme Roger. Est-ce que vous avez été en mesure, est-ce que vous seriez en mesure de quantifier les problématiques en lien avec la détresse psychologique? Non, pour quantifier, non, on n'a pas poussé la recherche à ce point-là. En fait, on avait posé quelques questions pour justement essayer d'évaluer un peu comment les gens se sentaient à ce moment-là, mais on n'a pas poussé plus. Là. Mais si vous voulez plus de détails, peut-être consulter le rapport final. Là, vous allez avoir un petit peu plus d'explications par rapport à ce volet d'état émotionnel là, des personnes. Parfait, merci. J'ai un commentaire de Mme Annie G. Massé qui disait, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Actuellement, quand on parle d'équilibre budgétaire du gouvernement, il y a présentement une consultation pré-budgétaire par le ministère des Finances. Alors, elle nous mettait l'adresse
dans le clavardage. Alors, consultation au pluriel, .finance.gouv.qc.ca. D'ailleurs, je me suis amusé pendant qu'on parlait à aller voir un peu ces consultations prébudgétaires et à la première question, quelle devrait être la priorité du budget 2021-2022? Bien, on a 5 choix de réponse. On parle de renforcer le réseau de la santé, de soutenir les Québécois, les entreprises, de lutter contre les changements climatiques ou de retourner à l'équilibre budgétaire. Alors, il y a une section autre. Alors, on pourrait aussi rappeler l'importance de la justice sociale, mais pour ça, il faut être nombreux et nombreuses à répondre si on veut éviter que la priorité qui découle de cette consultation-là soit le retour à l'équilibre budgétaire, ce qui veut dire des coupures dans les différents services qui sont offerts aux Québécois, aux Québécoises. J'ai un commentaire de M. Jean-Marie Damour que je vais vous lire. Il se lit comme suit. Le défi technologique des plateformes, c'est aussi un défi d'apprentissage, puis ce n'est pas tout le monde qui peut apprendre de façon autonome. Alors, la documentation ne suffit pas. Ce que je comprends par là, c'est aussi un besoin d'accompagnement, de soutien aux personnes qui sont en apprentissage. J'ai une deuxième question de M. Yvon Provencher, une question qui vous est encore destinée, Mme Roger. Qu'est-ce qu'on entend par loisirs adaptés pour les enfants? On n'avait pas défini ce concept dans la recherche. Peut-être que j'inviterais Antoine à répondre, peut-être, ou peut-être Geneviève, qui serait mieux placée que moi pour répondre à cette question-là. Qui veut se lancer? Mme Genet, M. Perrault? Je ne vois pas Antoine, mais bon, je peux me lancer. Mais loisirs adaptés, moi, je pense aux loisirs, entre autres, qui sont offerts dans le milieu de la déficience visuelle, que ce soit par la Fondation des aveugles du Québec, l'Association sportive des aveugles du Québec. Il y a probablement d'autres endroits où est-ce qu'on peut avoir accès à que ce soit des camps de vacances adaptés, qui offrent des activités de loisirs, des organismes aussi qui offrent probablement des activités de jour ou des activités spécifiques, mais adaptées. Donc, vraiment, pensiez, j'imagine, adapté là, à la condition visuelle de l'enfant. Donc, c'est sûr que c'est plutôt rare et assez spécifique aux organismes là, en déficience visuelle. Mais des fois, dans diverses activités offertes, des fois, ils peuvent en avoir qui sont un petit peu plus adaptés là, à la condition visuelle de l'enfant. Selon la ville, la région aussi. Là. Merci. Monsieur Perrault, est-ce que vous voulez complémenter? Je pense que Mme Genet a répondu avec beaucoup de pertinence. Là. C'est exactement ça que j'allais dire. Parfait. Merci. J'ai pour l'instant un dernier commentaire. Et là, j'ai plus de questions, je n'ai plus de commentaires sur ma liste. Alors, je vais lire le commentaire qui se lit comme suit de Yvon Provencher. Mais ça vous laisse le temps aussi de poser une dernière question si vous le voulez. Un des défis qui nous attend, c'est le commentaire de M. Provencher, se lit comme suit. Un des défis qui nous attend sera de déconstruire un certain discours qui me semble sous-entendre que les dommages collatéraux pour les personnes handicapées font partie des sacrifices que chacun et chacune doit faire pour combattre la pandémie. Puis effectivement, on parle beaucoup de sacrifices que les gens doivent faire. En tout cas, à mon sens, les sacrifices qu'on doit faire, ça ne doit pas se faire au détriment des personnes, peu importe l'enjeu qu'elles vivent, les vulnérabilités, la marginalité qu'elles peuvent vivre, ça ne doit jamais se faire au détriment de ces personnes-là qui doivent déjà faire des sacrifices dans leur vie au quotidien. Par rapport à ce commentaire-là, est-ce que quelqu'un aimerait réagir? Monsieur, c'est peut-être un peu en lien justement avec, on parlait de l'approche médicale tout à l'heure, mais c'est aussi la continuité d'une vision du handicap comme quelque chose qui est tragique, qui est souffrant, et puis qui amène les gens à avoir un destin là, et puis même on l'a vu avec la sidération qu'il y a eu avec les protocoles de tri aussi, de triage, où on en arrive éventuellement à mesurer la valeur de la vie humaine en fonction d'échelles de fragilité ou d'éléments comme cela. Et donc, ça fait partie d'une représentation du handicap qui est très négatif, très pathologique, je dirais presque, et qui fait peur aux gens aussi. Hein. Donc,
alors que c'est quelque chose que tout le monde a à vivre. Je pense que Mathieu l'a dit tout à l'heure de façon très, très pertinente. Il va falloir finir par comprendre que les personnes en situation de handicap, c'est la plus grande minorité sociale au Québec. Et ça touche tout le monde. Et pratiquement, il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée par un de ses membres qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Et j'ai vu aussi dans la recherche qu'il y avait quand même pas mal de personnes âgées aussi. Ben, c'est pareil, quand on parle des personnes âgées, on va penser aux problèmes cognitifs, mais on ne comprend pas que les personnes âgées, en réalité, c'est des personnes en situation de handicap. Hein, donc, il y a beaucoup d'éléments à replacer pour faire un rapport de force politique qui soit beaucoup plus important que la vision qu'on a actuellement, qui est un peu péjorative et tragique de nos conditions. Monsieur Francœur, la parole est à vous. Oui, bien brièvement, c'est drôle, je parle toujours après Patrick, et j'avais pensé au protocole aussi, éventuellement, dans les hôpitaux. Mais plus généralement, c'est que la question des personnes... Bon, le mot personne vulnérable qu'on utilise depuis une dizaine d'années, je ne sais pas si c'est 5 ou 10 ans, mais dans les médias, chez les politiciens et même dans nos propres groupes communautaires, on l'utilise aussi maintenant. C'est sûr que c'est devenu une espèce de concept qui est très flou en même temps, très large, pas très défini, et qui est juste une espèce de truc qu'on met comme ça, mais qu'il n'y a pas de droit ou de conséquences d'éléments importants qui viennent souvent avec. Puis, on ne considère pas nécessairement qu'il y a des choses différentes ou des exceptions. Là, je fais référence, par exemple, à toutes les mesures qu'il y a eu depuis 10 mois. C'est sûr que les groupes ont demandé, plusieurs gens ont demandé ce que les documentations soient accessibles, qu'il y ait des messages de fait pour les personnes handicapées de temps en temps dans les points de presse. Il y a eu un paquet de choses qui ont été demandées. Pour le couvre-feu, il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé des exceptions parce qu'ils s'occupent de quelqu'un à l'extérieur de chez eux, parce qu'il faut qu'ils sortent leur enfant le soir qui fait une crise. Tout ça a été refusé souvent par les SUS au niveau des exceptions. Donc, le concept est là, mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On dit aux gens, débrouillez-vous. Déjà, vous avez, par exemple, dans le réseau de la santé, des services diminués. Bien, là, il y en a encore moins. Fait qu'aller dans le privé, puis on verra plus tard si on en avait encore besoin. Puis moi, j'ai vraiment peur qu'il y ait des pertes au niveau social, au niveau des services qui soient permanentes après la pandémie. Puis c'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça que j'ai envie qu'on réagisse tout de suite aussi. Puis il y a le budget qui s'en vient. Tout le monde veut avoir plein de choses dans le budget, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on soit présent. C'est bien de remplir le truc de consultation budgétaire, comme tu disais, Martin, puis avec les cases hautes, évidemment, parce qu'il n'y a pas grand choix de réponse, mais il faut faire plus que ça aussi, il faut sortir publiquement. Puis, la plus grande minorité au Québec, au Canada, tout à fait, qui est considérée, qui est marginalisée, qui est multiple, donc c'est plus compliqué peut-être d'avoir une identité générale et identifiable. Mais moi, je suis vraiment inquiet. Puis je me dis vraiment, là, on se retrouve à se battre là, pour pas encore perdre des choses qu'on a perdues dans les dernières années. Donc, c'est vraiment une question importante. Puis j'interpelle les regroupements nationaux qui sont là aujourd'hui, la COFAN, tout ça, d'embarquer dans la lutte. Là. Merci pour cet appel à la mobilisation. J'espère qu'il va être largement entendu. Jérôme Plante, la parole est à vous. Ça sera la dernière intervention avant de donner le mot de la fin à Mme Carole Giguère. Je voulais abonder sur ce que M. Francœur vient juste de dire, parce que, bon, c'est ça, je veux dire, si on peut partir de l'idée que tout le monde fait des sacrifices en ce moment par rapport aux restrictions actuelles de la pandémie, et même si on peut s'entendre sur le fait qu'en sortant de la pandémie, la vie normale, entre guillemets, ne sera pas exactement pour tout le monde la même normalité qu'avant la pandémie. Il en demeure pas moins que pour les personnes handicapées, les défis sont très, très grands, puis qu'eux vont continuer de subir les conséquences de la pandémie ou, je dirais, l'exacerbation des conséquences de la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui existaient déjà avant la pandémie puis qui ont juste été rempirés, je dirais, qui ont juste augmenté de gravité avec la pandémie. Donc, beaucoup de personnes handicapées vont continuer de subir les conséquences de toutes ces problématiques-là après la pandémie. Et puis, c'est à ça qu'on doit s'attaquer, qu'on va devoir se mobiliser et qu'on va devoir sensibiliser nos gouvernants
gouvernement, les différentes instances avec qui on travaille pour qu'on tienne compte des personnes handicapées qui ne sont pas que des personnes vulnérables au sens qu'on l'entend généralement ou qu'on peut souvent accoler à, comme disait M. Fougier-Rolas tantôt, à la souffrance du handicap et tout, ou par exemple au fait, quand on parle de personnes aînées, ben là, c'était plus facile d'accoler le mot vulnérable au mot aîné, en oubliant que dans les personnes aînées, il y en a beaucoup qui sont en situation de handicap. Mais que les personnes handicapées sont des gens qui, pour beaucoup, veulent retrouver leur autonomie et non pas en perdre, veulent augmenter leur participation sociale, veulent avoir accès à des activités de loisirs, veulent être capables de profiter des services de transport comme tout un chacun pour faire les mêmes activités autant que faire se peut malgré nos limitations fonctionnelles, puis malgré les accommodements, les adaptations que ça prend. Et tout ça, quand on va sortir de la pandémie, il va falloir que nos gouvernements en tiennent compte et investissent les montants nécessaires avec les stratégies nécessaires pour que ces services-là reprennent. Ça, c'est vraiment important. On va avoir beaucoup de travail à faire après la pandémie parce que si on veut s'assurer que ces sacrifices-là, entre guillemets, ne se continuent pas après pour une très, très longue période. Là, M. Francaire parlait de services coupés en permanence et puis c'est effectivement pas impossible que ce genre de situation-là se produise pour toutes sortes de raisons. Et nous, on doit s'assurer qu'on considère ces personnes-là comme des personnes, effectivement, et non pas que la situation et non pas que le handicap ou la vulnérabilité ou la souffrance, qu'on les considère comme des personnes qui peuvent participer à la société. Merci, M. Plante. Alors, c'est presque la fin du webinaire. Alors, encore une fois, merci à Marie-Lie Roger pour la recherche. Merci aux 4 panélistes qui sont venus prendre de ce temps pour partager avec eux leur vision, leur compréhension, mais aussi un appel à la mobilisation. Alors, M. Jérôme Plante, Mme Geneviève Genet, M. Patrick Fougier-Rolas, et M. Mathieu Francaire, merci. Et maintenant, merci. Comme mot de la fin, j'invite Mme Carole Giguère, présidente du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, à venir s'adresser à vous. Merci, Martin. Mais encore une fois, tu viens de le faire et c'était dans mes notes. Je voulais spécialement remercier nos 4 panélistes qui sont solides, qui ont un discours important, qui ont souligné la pertinence des actions qu'on fait aujourd'hui. Notons que le webinaire d'aujourd'hui, le Zoom webinaire, a été mis en place pour mettre la table. Marie-Lie a su bien mettre la table sur la situation auquel on fait toutes et tous face lorsqu'on est avec une situation de handicap visuel. Alors, c'est certain que j'invite tout le monde à lire cette étude au complet. Et les prochaines actions du RAC vont aller dans le même sens. Alors, puis ce qu'on a constaté durant ce webinaire-là, c'est la force de l'action communautaire également. Qu'ensemble, on a un discours solide et qu'on va continuer à travailler en ce sens-là. Et je me dois aussi de remercier la permanence du RAC. Donc, Liliana, Laetitia et bien sûr Antoine, le DG, qui eux aussi se sont tournés, comme on dit en bon québécois, sur un 30 sous quand on a dû fermer tout ce qui existait et qu'on a dû rediriger nos actions. Alors aujourd'hui, c'est une belle activité. Ce n'est pas une activité, mais c'est une mobilisation importante qui nous permet non pas de déprimer, mais par contre de viser une vision plus large que celle du fameux tunnel et d'envisager nos actions, nos revendications prochaines. Je vous remercie à tous et toutes d'avoir participé, d'avoir défendu les points importants et merci de votre grande éloquence, de votre grande compétence. Merci. Merci, Martin. Au plaisir. Merci.
Bonne journée à tous et Merci toutes. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci infiniment. À bientôt.